Alors déjà, plusieurs choses générales à propos des femmes, des relations que Rimbaud a pu entretenir avec les femmes et de sa perception de l'amour. On sait que Rimbaud est homosexuel, en tout cas, il vit une relation clairement affichée avec Verlaine. Néanmoins, il y a une attitude plus ambiguë dans ses poèmes de jeunesse vis-à-vis de la femme. Et on va retrouver à chaque fois une image très ambivalente de la femme. Il y aura à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs autour de la figure féminine. Et finalement, la vision de l'amour qu'il va nous donner dans ses poèmes va osciller entre sensualité, donc quelque chose d'assez charnel, terre à terre, et parfois il le décrira même avec ironie, et parfois l'amour va être totalement sublimé. On va d'abord se focaliser sur l'image positive de la femme qui peut ressortir de certains poèmes et voir que la femme peut apparaître comme une bienfaitrice, voire comme une femme ange. Pour cela, on peut considérer que Rimbaud s'inspire du culte marial, c'est-à-dire celui de la Vierge Marie, considérée comme la mère de l'humanité. La femme ange est donc celle qui va venir aider l'homme, qui va venir le consoler. Et on peut imaginer que cette figure éminemment positive rentre en fait en totale contradiction et contraste avec la mère de Rimbaud dont nous avons déjà beaucoup parlé, mère qui est loin d'être idéale, loin d'être consolatrice et bienfaitrice. Le poème Ophélie représente bien cette idée de la femme ange, puisqu'on insiste à plusieurs reprises sur la blancheur de ce personnage, renvoyant à sa pureté et à son innocence, en même temps qu'à sa blancheur cadavérique, bien entendu. Elle est désignée à l'intérieur du poème comme une enfant, et le beau cavalier pâle qui est à ses genoux semble véritablement lui vouer un culte, et on peut voir ici un double du poète, bien entendu. Mais la femme est très souvent aussi décrite de manière un peu maléfique. Elle va avoir des effets néfastes que le poète va souvent mettre en évidence. On peut bien sûr se référer au poème Vénus Anadyomène où la femme apparaît comme un être véritablement répugnant. Et on peut considérer que la description que Rimbaud réalise dans ce texte est une parodie de Botticelli, de cette naissance de Vénus Anadyomène, celle qui sort des eaux, qui naît de la mer. Là ici, bien entendu, il n'est pas question d'univers maritime, puisque la femme va sortir d'une vieille baignoire assimilée à un cercueil vert en fer blanc. Et on est très très loin d'une divinisation avec un corps parfait, une blancheur et une pureté. Au contraire, le poète évoque le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort. Donc on a l'impression d'un corps un peu disproportionné, avec des mouvements disharmonieux. D'autre part, le recours à la synesthésie va intensifier l'horreur du portrait avec les couleurs, le toucher, l'odeur et le goût qui sont assimilés. Et le tout sent un goût horrible étrangement avec cet adverbe associé à l'adjectif pour renforcer le caractère quasiment indicible de l'horreur suscitée par ce personnage. La chute du sonnet animalise la femme et sombre véritablement dans la scatologie. Et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement, d'un ulcère à l'anus. Donc là, avec le mot croupe, on a vraiment cette idée d'animal, de bête. Et avec l'oxymore belle hideusement, donc on voit bien le paradoxe là, de ce tableau horrifique que nous a dépeint Rimbaud. Et on finit donc avec la mention du bas corporel le plus ignoble. Les poèmes de jeunesse de Rimbaud sont aussi l'occasion pour lui d'évoquer ses premiers émois amoureux. Dans Ma Bohème, Rimbaud s'exclame « Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé !» avec une sorte de distance un peu ironique, montrant que finalement aussi, plus que d'avoir vécu des amours, il les a imaginés dans ses textes. Les émois sont souvent associés aux fugues, par exemple devant la servante du cabaret vert ou encore à la Maline.
Et aimer n'est pas juste en fait éprouver des sentiments amoureux. Pour Rimbaud, c'est aussi une manière pour lui de se révolter et de s'opposer au carcan moral qui l'entoure. Et on le voit par exemple dans le poème Roman, où la jeune fille qu'il courtise est désirable parce qu'en fait elle est interdite. Cette demoiselle aux petits airs charmants trottine sous l'ombre du faux col effrayant de son père, donc il y a cette figure paternelle là qui veille, qui rôde et qui représente une menace que l'on a envie en fait de franchir et d'abattre. Dans Rêver pour l'hiver, il évoque un jeu amoureux. Dans Première soirée, de manière assez tendre et cocasse, il évoque les 3 baisers donnés à la jeune fille qui est fort déshabillée. On se retrouve alors face à des poèmes finalement très sensuels, évoquant la chair féminine, le contact avec la peau de l'autre. Par exemple, dans les réparties de Nina, il mentionne « ta poitrine sur ma poitrine ». Et encore une fois, la synesthésie permet d'évoquer cet affolement des sensations. Le toucher est évoqué par la mousse de champagne, la couleur est évoquée avec la mention du sang qui coule bleu sous ta peau blanche au ton rosé. On a le goût aussi qui est évoqué avec le goût de framboise et de fraise. Et il assimile sa peau au velouté d'un pétale de fleur avec eau, chair de fleur. Dans la musique, il s'amuse à imaginer le corps féminin sous les vêtements. Je reconstruis les corps brûlés de belle fièvre. Et dans la maline, les gestes sont interrompus, signalés par les points de suspension. Quand la jeune servante tend la joue, sans donc, j'ai pris une froisse sur ma joue, 3 petits points. Alors est-ce qu'un baiser est déposé? Est-ce qu'une caresse est faite sur cette joue? Et on retrouve le même procédé à la fin des réparties de Nina, de Première soirée ou de Rêver pour l'hiver. Donc ces points de suspension qui indiquent alors un geste interrompu, le fait que tous ces poèmes ne soient que des moments rêvés et non réalisés, ou encore une ouverture laissée au lecteur pour imaginer une suite possible. L'amour va souvent être finalement démystifié par Rimbaud. Pourtant, il est très jeune, mais il le prend très souvent avec une distance ironique et il se moque de lui parce que les rêves amoureux et lyriques qu'il peut faire naître en son cœur sont souvent déçus par la réalité. Dans les réparties de Nina, il rêve de s'évader avec la femme aimée, au conditionnel, nous irions, puis il s'enhardit au fur et à mesure du poème, puisque il finit par employer un futur, donc à avoir plus de certitude. Tu viendras, je t'aime, mais la chute du poème est véritablement violente et cruelle, puisque elle, donc Nina, s'écrie « et mon bureau ». Et cette question mentionne donc un rival véritablement décevant aux yeux du poète exalté, puisque le rival qui pique sa place auprès de Nina n'est qu'un médiocre employé de bureau. Et c'est ainsi que dans plusieurs poèmes, Rimbaud va souligner de manière ironique sa crédulité. Dans Roman, il rêve à une première liaison, mais la répétition du vers d'ouverture à la fin, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, montre bien qu'il est encore assez ingénu et innocent et que finalement il va retourner auprès de ses bocs dans les bars et abandonner la jante féminine. Dans le même poème, d'ailleurs, les femmes le jugent bien innocent. Et comme elles vous trouvent immensément naïf, donc soulignant encore ici cette naïveté adolescente. Et dans À la musique, les femmes chuchotent sur son passage, elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Dans d'autres poèmes, en revanche, l'amour va être véritablement sublimé. On peut, dans ce cas, faire référence au long poème Soleil et chair qui devait au départ s'intituler Credo in unam. Le poète parodie ainsi le credo catholique Credo in unum deum et révélait la portée mystique de l'amour. Il l'exprimait à travers la vénération de la déesse Vénus. Je crois en toi, divine mère, Aphrodite marine. Ce long poème s'inscrit dans une tradition latine, celle de Lucrèce dans le De Natura Rerum, qui faisait l'éloge de la déesse et l'associait au soleil.
Dans le ciel apaisé se répand et resplendit la lumière. Dans ce poème, c'est un poème très très lumineux, hein, comme l'indique déjà de toute façon le mot soleil. Et finalement, Rimbaud va lister tous les personnages liés à l'amour, Vénus, qui est présente également sous son nom grec Aphrodite, et sur son surnom de Calipige, hein, qui veut dire aux belles fesses. Son fils Eros, les déesses de la fertilité, Cybèle et Astarté, Zeus et ses liaisons avec Europe ou Léda, Sélénée et son amant Endymion, Héraclès, et à la fin on a une nymphe qui rêve un coude sur son vase au beau jeune homme blanc que son onde a pressé, et cette nymphe peut ainsi rappeler Écho, rejeté par Narcisse, qui est tombé amoureux de sa propre image. Tous ces personnages sont finalement sous le règne de l'amour, puisqu'on a cette exclamation, hein, mais l'amour, voilà la grande foi. Et Rimbaud, en fait, préfère ce culte d'un amour païen lié alors à cette mythologie, mais aussi à la nature, plutôt que le christianisme qu'il accuse d'étouffer, hein, les pulsions de vie et d'envie de liberté humaine. On le retrouve, hein, toujours dans ce poème. « Oh, la route est amère, depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix. Chair, marbre, fleur, Vénus, c'est en toi que je crois. » La déesse est assimilée à la nature, à la sensualité et au marbre du sculpteur, donc à la création artistique. Dans la troisième partie du poème, on va avoir véritablement une exclamation d'espoir qui va résonner avec justement de multiples points d'exclamation, des majuscules, des hyperboles.